Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence, la 3e semaine de février. Une conférence que je vais intituler « Ambiance ». C'est le nom que j'ai trouvé pour les phénomènes de la pensée, c'est-à-dire la psyché personnelle et collective qui vont influencer la vie d'un individu, qui vont influencer également l'environnement. Comme si le pouvoir psychique de l'individu avait cette capacité de changer non seulement l'environnement, mais d'introduire des phénomènes dans la matière, c'est-à-dire sur des objets, sur des événements sociaux, économiques. Donc, je vais vous citer des expériences aujourd'hui. Je vais commencer par les poltergeists. Évidemment, quand on parle de maisons hantées, des objets qui se mettent à bouger, tout ça, il y a, pas toujours, mais très souvent, des enfants qui ont entre 8 et 12 ans, qui vont se mettre à influencer l'environnement. Évidemment, on ne connaît pas scientifiquement les réponses à ces choses. Mais il faut comprendre que chez un métaphysicien comme moi, je me donne la permission de tout remettre en question, comparativement aux parapsychologues ou aux journalistes qui s'en tiennent aux faits. Moi, j'essaie de les expliquer. J'amène des théories que les gens pourront étudier à leur guise avec le temps. Si ça les intéresse ou pas, si ça peut être ça ou alors si c'est pas ça. Donc, la métaphysique, c'est une branche philosophique de l'explication du monde, de l'explication de l'univers, de l'explication de quel est le sens de la vie. Alors, les phénomènes aujourd'hui dont j'aimerais vous parler, qui expliquent, qui vont démontrer la puissance de l'ambiance. Je me rappelle qu'en 1979 est sorti un film qui s'appelait Le syndrome chinois. Donc, on est en mars 1979 lorsque ce film sort. Et ça parle d'une centrale thermonucléaire qui explose, dont l'un des réacteurs explose, à Three Mile Island. C'est avec Jane Fonda, ce film. Je me souviens parce que c'est un film qui est vraiment très bien fait. Mais voilà mon explication. Environ une semaine ou 2 semaines après la sortie du film, la centrale de Three Mile Island saute. On voit dans le film exactement ce que l'on voit dans la réalité. C'est-à-dire on voit les mêmes tours des centrales thermonucléaires, ces espèces d'immenses cheminées qui permettent l'évaporation de l'eau. Il y a une centrale qui saute à Three Mile Island. Donc, 2 semaines après la sortie du film, comme si on avait le pouvoir de se projeter dans le réel. Et dernièrement, ce phénomène qui a attiré beaucoup mon attention, donc il s'agit d'un film White Noise, qui est présentement sur Netflix, où on voit des accidents de train. L'endroit, c'est en Ohio. L'endroit précis, c'est Palestine. Palestine, si vous préférez. Alors, il s'agit de trains qui ont un accident et qui laissent s'évaporer un nuage noir, maléfique, qui a la propriété de tuer des gens. Et voilà, il est sorti au fin décembre 2022. Donc, on pourrait dire en janvier 2023. Mais voilà qu'au tout début, donc la première semaine
de février, le mois que l'on présent, voilà un accident de train qui laisse échapper une fumée noire de chlorure de vinyle et qui est extrêmement dommageable pour l'environnement. À quel endroit s'est produit ce phénomène? En Ohio, à Palestine, à quelques semaines d'intervalle. On ne peut pas véritablement ici de parler de hasard. Ce serait presque stupide, de mauvaise foi. Parce que ça se compte en termes de possibilités mathématiques très peu probables. D'ailleurs, certaines personnes qui ont joué dans le film à titre de figurants, ces gens-là, dans le film, sont évacués de leur logement. 3 semaines après, l'accident de train se produit. Il s'agit exactement de ces espèces de gros cylindres noirs qui déraillent complètement. Une fumée noire s'en échappe. Et ces gens qui avaient figuré dans le film ont été évacués parce que c'était dangereux. Exactement comme dans le film. Ça fait 40 ans que je dis aux gens que que la réalité est de la pâte à modeler, sur lequel se modèlent les fantasmes collectifs projetés dans la réalité. Et ici, il faut comprendre une chose. Entre l'imaginaire et le réel, il y a très peu de distance. Ce qui est vrai pour une collectivité est également vrai pour une personne. Donc, nous avons un pouvoir qui est absolument extraordinaire à créer ce que Husserl avait appelé. Husserl était un monstre de la pensée, comme Schopenhauer m'en était un hypergénie. Nous avons le pouvoir de comprendre ici qu'il y a très peu de distance entre la pensée énergétique et la matière événementielle, sur lequel se dépose l'ensemble de l'entendement collectif des pensées pour convenir d'une chose que nous pouvons appeler la matière et convenir d'une chose que nous appelons la réalité. Mais en fait, vous allez bien comprendre que l'on n'a pas compris grand-chose de la réalité. Ce que je dis depuis très longtemps, c'est que les fantasmes d'angoisse dans la collectivité qui sont maintenus pendant un certain temps se réalisent dans le réel, passent dans la réalité. La majorité des choses que nous avons aujourd'hui, comme automobiles, avions, les vaisseaux spatiaux, les navettes spatiales, ont commencé bien avant dans l'imaginaire, y compris le fameux phénomène OVNI. Je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet, mais les OVNI ont commencé dans la science-fiction, dans Amazing Stories, c'était des petits magazines des années 1920. Et on voyait des espèces de robots qui kidnappaient les gens. Bertrand Meyers, qui est un philosophe et un sociologue français, a écrit Soucoupe volante et science-fiction. Et on a démontré, à travers des croquis qui sont dessinés, que les gens de rencontre du 3e type, donc qui avaient été kidnappés par des extraterrestres ou soi-disant extraterrestres, semblaient vivre les mêmes choses que les croquis qui avaient été dessinés 80 années auparavant, 70 ans auparavant. Donc, évidemment, quand moi j'ai vu ça en 1977, pour moi ça a été une révélation et une confirmation. Je dirais ceci, si la pensée ne peut pas tout,
sur le monde, elle peut beaucoup. Elle peut beaucoup. C'est-à-dire que nous maintenons collectivement une ambiance qui passe dans le réel. Ce qui est vrai pour tout un monde, pour une société, pour un inconscient collectif d'un pays, est vrai pour vous, personnellement. C'est-à-dire que lorsque je dis qu'un individu a le pouvoir de changer sa réalité, je dis qu'il a le pouvoir simplement de regarder un autre angle de vue de ses pensées. Changer son point de vue. Utiliser son pouvoir. Changer son point de vue. Il y aurait encore une très mauvaise foi ici des gens qui se disent scientifiques de nier ce qui fut à l'origine de l'existence des religions. Pas que je les aime particulièrement, je les aime pas, les religions. Mais il faut admettre qu'il y a une base de miracles, parce qu'on ne comprend pas le réel, comment est-ce qu'il fonctionne, et c'est la raison pour laquelle nous appelons ça un miracle. Il y a très peu de miracles. Il y a simplement une science que l'on ne connaît pas. Et cette science, c'est la science de l'être, qui fut le titre d'une émission que j'ai réalisée en 1994. Alors, il faut comprendre ceci. Je ne dis pas que la pensée peut tout, je répète, mais elle peut beaucoup. Évidemment, nous ne sommes pas dans une civilisation pour croire aux choses. Nous sommes dans une civilisation pour expérimenter les choses, voir si elles ont un sens. Tout n'est en fait qu'une question de point de vue. Si vous vous faites polluer par les émissions que vous regardez à la télévision, des émissions d'information qui suscitent une angoisse épouvantable chez l'être humain, il est possible que votre vie devienne très désagréable. C'est pas que je me documente pas, mais je me documente à partir d'Internet. Depuis toujours, depuis une quarantaine d'années. Je n'ai pas de téléviseur, sauf pour regarder des films qui peuvent être très intéressants. Il y en a très peu. Ceci dit, je regarde beaucoup les documentaires sur Netflix. Ce sont des documentaires chez des gens, et je trouve ça intéressant pour associer leurs pensées à ce qui va devenir leur vécu. Donc, je regarde des documentaires sur des musiciens. Je regarde des documentaires sur Régine. Je regarde des documentaires sur Kennedy. Je regarde des documentaires beaucoup chez les musiciens, parce qu'on en présente beaucoup, comment leur vie se présente. Et des documentaires saisissants. Hein? Il y a une hôtesse de l'air qui est dans un avion à 30 000 pieds dans le ciel et finalement, après la décomposition totale de l'avion, elle est encore en vie en tombant en pleine jungle. Et pendant 7 jours, elle va survivre. Et on la retrouve après 7 jours. Bon, elle passe un petit peu de temps à l'hôpital, mais elle s'en remet très bien. 30 000 pieds. Il y a des choses totalement impossibles. J'étudie beaucoup. Il y a des gens qui ont des voitures avec des petites caméras. Et j'étudie beaucoup les accidents de voiture pour comprendre la phénoménologie des accidents de voiture. Et je me rends compte qu'il y a des gens qui ont des accidents normalement où on ne devrait pas s'en sortir. Et ils s'en sortent très bien. Puis il y a des gens qui descendent d'une marche puis ils se tuent. Ce n'est pas par hasard que les compagnies d'assurance vous demandent « Avez-vous eu un accident dans les 6 dernières années? » Parce que les statistiques démontrent qu'une personne qui a un accident de voiture risque d'en avoir à 75% plus élevé dans les 6 années qui vont suivre. Donc, ce n'est pas un racket, c'est basé sur une réalité. Moi, mon but, c'est de casser ça. Pas casser les assurances, là, mais casser le choc
émotionnelle causée chez un individu qui lui donne une perspective de peur provoquant l'événement. Je me souviens d'une dame sur le coin d'une rue, il y a une vingtaine d'années, qui, après un accident de voiture, ramassait des morceaux de sa voiture dans un état de choc. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Et elle me répond, ça fait la deuxième fois ce mois-ci. J'étudie le monde. J'étudie la psychologie, la réalité. Jusqu'où pouvons-nous être divins? Jusqu'où pouvons-nous être puissants? Puisque les choses que l'on projette dans des salles de cinéma ou à la télévision peuvent se produire quelques jours plus tard, presque un scénario, j'allais dire presque, je dirais un scénario totalement identique. Ce genre d'événement peu probable qui se produit dans la réalité devrait vous ouvrir la porte pour comprendre que nous ne savons rien du réel pour monsieur et madame tout le monde, mais celui qui veut bien étudier la métaphysique se place au premier rang de la connaissance, de manipuler les forces de ce qu'on appelle la réalité. En 1900, dans la fin des années 80 et au début des années 90, j'avais souvent des grippes. Et un jour, je me suis tanné. Je me suis dit, c'est assez. Je n'ai jamais eu de grippe depuis. Et il n'y en aura jamais d'autres. Parce que j'ai pris une décision. Et vous? Est-ce que vous prenez une décision? Est-ce que vous pouvez changer votre point de vue? Pouvez-vous comprendre le cœur de cette réalité où nous pouvons intervenir et changer le cours des événements? C'est ce que je propose aux gens qui viennent me voir. C'est ce que je propose dans mes conférences depuis maintenant presque 40 ans. La réalité n'est pas quelque chose avec un hasard qui arrive comme ça. Avec un avant, un maintenant, puis un après. Non. C'est un agencement d'énergie coïncident avec deux choses. L'idée que nous nous faisons de nous-mêmes et l'idée que nous nous faisons des autres. La perspective que nous nous faisons du monde, que nous avons du monde, crée et constitue le monde. Il n'y a donc pas, si vous me comprenez bien ici, il n'y a pas de matériaux solides dans la réalité. Il n'y a que des idées qui se rencontrent et des choses qui se manifestent collectivement et personnellement. Jusqu'où pouvez-vous vous défaire des illusions de la collectivité? Et comme disait Nisargadatta, pouvez-vous sortir de la salle de cinéma qui est le monde sans mourir? Parce que lorsqu'on est dans une salle de cinéma et que l'on regarde un film, on embarque. Mais vous pourriez dire, ce film ne m'intéresse pas, vous lever et sortir dehors. On ne sait pas si c'est l'hiver ou l'été, s'il fait chaud ou s'il fait froid. On ne sait pas si c'est le jour ou la nuit, le soir ou le jour. Et pourtant, en sortant de la salle de cinéma, on sort des illusions. Alors, pour moi, quelqu'un qui passe à un second niveau de la conscience, c'est quelqu'un qui sort
simplement de la salle de cinéma, sans mourir, et qui arrive à se libérer du film. Le film des idées qu'il avait auparavant, qu'il croyait comme étant réelles, et lorsqu'il est sorti de la salle de cinéma, il est maintenant dans sa vie. Il est maintenant dans sa réalité et il sait qu'il peut modifier les choses, les changer, les transformer. Si des enfants entre 8 et 13 ans, parfois, peuvent, dans certaines maisons, dianter, parce qu'il y a souvent la présence d'enfants dans les histoires de maisons hantées. Pas toujours, mais souvent. On a remarqué ça souvent. Et on voit des meubles qui se garochent sur les murs. Je me rappelle du cas de Lac-Beauport. Et je me rappelle d'un cas que j'ai vécu en 1966, près de l'Institut de radiologie à Montréal, où il y avait 2 jeunes enfants. Et je me rappelle de cette nuit, de cette soirée, en 1966, qui avait rassemblé 2000 personnes sur la rue, où on entendait des bangs. Et je me souviens de ce type de CJMS, qui est une station de radio à l'époque, qui avait mis un microphone entre un meuble et un mur, qui s'était littéralement fait écraser la main, parce qu'un meuble s'était déplacé subitement, là où il avait mis le microphone près du mur. Il s'est blessé. Alors, sortons de l'horreur, parce que c'est simplement des incidents. Nous ne connaissons rien de la réalité. Nous avons une piètre idée de la réalité. Ne vous préparez pas, s'il vous plaît, à être pauvre, à manquer de tout. Ne prenez pas cette espèce de consommation outrancière que l'on est fait pour un petit pain, pour en arracher tout le temps, parce que si vous y croyez, ça va fonctionner très bien. Et c'est un monde qui n'est pas intéressant. Vous n'êtes pas une chose, mais un Dieu, une déesse en éveil. Lorsqu'on est dans un cocon, s'épanouir, c'est devenir un papillon. Mais il y a encore des gens qui peuvent encore mourir dans le cocon, des chenilles qui peuvent encore mourir dans le cocon et jamais s'épanouir. Parce qu'ils ont une idée d'eux comme étant qu'ils sont venus au monde pour de la misère, de la pauvreté, que tout le monde leur en veut, que leur vie ne valent rien, parce qu'on leur a dit dans leur enfance, puis ils ont poursuivi toute leur vie. Ils ont réalisé leur médiocrité. Ils ont attiré des êtres à eux qui étaient abominables. J'en ai vu. J'ai connu des gens, vous savez, quand on fait de la consultation depuis très fort longtemps, on a entendu beaucoup de choses. Un jour, je suis passé devant un édifice. Ce que je vais vous dire là peut vous sembler un peu morbide, mais ça fait partie de la puissance de la pensée. Un jour, je suis passé devant un immeuble où il y avait eu un assassinat, où 2 personnes avaient été l'objet de la cible de tueurs. Et je me suis demandé pendant un très court laps de temps, comment on peut vivre une chose pareille? 5 jours après, le téléphone sonne. Et c'était l'une des 2 victimes des tentatives de meurtre qui avaient survécu. En consultation, j'ai passé 6 heures avec cette personne pour comprendre. Et elle avait, après 15 ans, elle avait encore dans sa valise tous les articles de sa tentative de meurtre sur sa personne. Sa femme a été tuée dans l'événement.
j'ai eu ma réponse. Et c'est cette fois-là que j'ai compris que si la pensée ne peut pas tout, elle peut beaucoup. Il suffit de 30 secondes d'imaginaire, de pensée, pour faire apparaître le phénomène. Mais quand vous vivez plusieurs centaines de phénomènes comme ça, voire même des milliers, des petits, des moyens puis des grands, des choses invraisemblables, que Jung a appelé bien entendu de la synchronicité, on ne peut plus avoir une vision restreinte de la réalité. Le regard donc que nous avons à ce moment-là sur l'univers est un regard cosmique. C'est un regard gigantesque. C'est un regard sur l'infini, sur le merveilleux, d'être en vie, de vivre le moment présent et de se rappeler que nous ne sommes pas le monde, mais que nous sommes le créateur de beaucoup de choses dans notre vie. La construction phénoménale, phénoménologique du monde. Nous construisons le monde. Et présentement, ce monde que nous vivons ne m'étonne pas. Parce que ça fait longtemps que je vois sur la rue que les gens sont morts. Ils sont en train peut-être de concrétiser leurs fantasmes, je ne sais pas. Moi, je vous dis simplement qu'il serait peut-être temps d'arrêter, d'acheter l'idée que vous êtes fait pour avoir une vie misérable. Je n'achèterai jamais cette chose-là. Jamais. Je vais me laisser manipuler par des banques et les gens qui les dirigent. Je ne suis pas l'esclave de personne. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est le cas. Alors, dans une période où les gens vivent une situation difficile, j'ai réussi, en m'écoutant, à y échapper. Parce que je n'ai jamais acheté l'idée que nous sommes faits collectivement pour souffrir. Nous aurions pu vivre dans une société extraordinaire, facile, intelligente, somptueuse, d'une très grande beauté. Je me rappelle les années 60. Il y avait des choses, il y avait du rêve. Il y avait le goût de changer les choses. Il y avait cette vision qu'il était possible par la pensée de changer les choses. Mais les gens qui ont la puissance des banques ont utilisé les journaux pour détruire complètement le mouvement de la contre-culture de l'époque. Et finalement, au tout début des années 80, même un peu avant, tout le monde était là, en train d'attendre après l'autobus de la vie, qui mène au cimetière, qui mène au néant, qui mène à la vie conformiste, là où tout le monde a peur, qui était une manipulation des journaux, du mouvement de la libération de la femme, qui a été récupéré par les banques. On a utilisé la femme québécoise contre l'homme québécois. Et ça a été la haine de la femme. Et ça a créé un système au Québec totalement merdique. Le Québec, mes amis, est un endroit extrêmement pauvre psychologiquement. Et je pense que c'est peut-être un des endroits les plus pauvres au monde. Ça fait dur. Par contre, la chance que nous avons, c'est qu'étant libérés de la religion, nous avons la possibilité, à travers une remise en question personnelle qui ressemble étrangement à la dépression,
de se surmonter. Alors, on pourrait appeler ceci tu passes ou tu trépasses. On est rendu là. Nous devons surmonter, nous devons créer, nous devons s'inventer au Québec. Nous n'avons pas le poids de l'Europe, de la hiérarchie. J'aime deux endroits. J'aime beaucoup le Québec, j'aime beaucoup le Canada et j'adore les États-Unis. Parce que si une chose nouvelle doit venir du monde, ça doit être de ces endroits-là. Nous sommes nouveaux, magnifiques. Et nous devons cesser de faire semblant que nous sommes des niaiseux. Il est triste de voir qu'il y a encore des gens qui portent un masque. Je ne dis pas qu'il y en a beaucoup, mais c'est triste. Et que ça a été un des endroits dans le monde à être les derniers à les enlever. En pensant qu'ils font bien pour la communauté. Il n'y a rien de bien fait pour la communauté dans la peur. On ne peut pas tuer un virus de l'imaginaire. Il vous tuera. D'abord parce qu'il gruge votre cerveau, puis la vie fait le reste. Nous avons un monde à construire. Et ce n'est pas en pensant comme tout le monde, avec des pensées extrêmement limitatives, matérielles, uniquement matérielles, que nous allons changer les choses. Mais en comprenant le fondement du miracle. D'une pensée qui se matérialise, non pas pour avoir des déraillements de train, mais pour trouver des solutions à une nouvelle humanité. Merci beaucoup pour vos lettres d'encouragement. Si vous avez aimé ce que j'ai dit, vous pouvez vous abonner, liker. Et j'ai toujours de la disponibilité pour des gens qui sont intelligents et qui veulent converser avec moi pour trouver une solution, souvent à ce qui leur semble être un piège. C'est un immense plaisir. Au revoir et à très bientôt.